Bonjour Valérie Chansigo. Bonjour. Vous avez signé chez Actes Sud un livre qui est très intéressant avec une thèse Les Français et la nature. Pourquoi si peu d'amour? Et en effet, pourquoi nous avons un rapport quand même très particulier aux animaux et à la nature? Et vous donnez des exemples qui sont compliqués, enfin étonnants pour nous. Par exemple, Chateaubriand, dont on a toujours l'image d'un grand amoureux de la nature devant la mer, etc. Il y a des textes de lui, il est à la montagne et il s'ennuie. Oui, il a une description d'ailleurs très drôle de la montagne parce que non seulement il s'ennuie, mais il décrit ce qu'il ressent de cette montagne en des termes vraiment, c'est vraiment au vitriol, quoi. C'est vraiment une écriture absolument féroce du paysage montagnard. Et c'est vrai que le rapport à la montagne, ce qu'il faut bien comprendre, c'est jusqu'au XVIIIe siècle, l'idée de nature, c'est toujours une nature ordonnée. Qu'on soit français, anglais ou allemand, ça ne change rien, c'est vraiment une nature, c'est les vergers, c'est les champs cultivés, c'est une nature ordonnée. Oui, vous dites d'ailleurs que les Français aiment bien la campagne. Les Français aiment bien la campagne, mais simplement ceux qui se développent plus d'ailleurs chez nos voisins allemands et anglais qu'en France, c'est le goût pour une nature entre guillemets sauvage, qui est en fait une nature. En fait, on change d'archétype. On passe à une archétype d'une nature jugée belle parce que c'est la grande montagne, parce que c'est les beaux paysages côtiers. Mais par exemple, jamais on a d'évanouissement chez des auteurs devant un marais. Par exemple, devant un marais, un marécage, c'est vraiment un lieu de peur. Donc en fait, il y a une construction qui se fait, et c'est vrai que cette construction qui idéalise la montagne, par exemple la haute montagne, va se faire plutôt par des auteurs étrangers que français. Et il y a même un critique littéraire au XIXe qui s'interroge à savoir, mais s'il y avait eu une belle montagne juste à côté de Paris, peut-être que le sort de la littérature française aurait été tout à fait différent. Ah Et ouais. il a cette remarque. Et c'est vrai que c'est tout à fait pertinent. Et alors vous expliquez que c'est le tourisme, le fait qu'on voyage, qui va un petit peu quand même changer notre regard? C'est clairement on peut parler d'invention de la montagne, ce qui peut paraître étonnant, mais en fait la montagne, dans notre imaginaire, a été bel et bien inventée. Ça ne correspond pas, en fait, on a l'impression que ça correspond à la réalité, mais ça correspond surtout à une pratique culturelle et qui est étroitement liée à l'essor des voyages au début du 19e. Le chemin de fer va beaucoup faire pour cela. Et là, effectivement, on va en quelque sorte, on va être programmé pour aimer un certain type de montagne, et c'est étroitement, encore une fois, lié effectivement au développement du tourisme. Alors on parle de la montagne, mais je suppose que pour la mer, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui avaient peur de la mer, qui n'aimaient pas la mer. Tout à fait. Si on regarde la littérature grecque et latine, par exemple, chez Homère, le descriptif de la mer n'est jamais sur un ton romantique. On s'inquiète, la mer est vineuse, ça décrit plus son aspect que sa couleur, hein. Mais vraiment, c'est un lieu d'inquiétude. Et partout, ce qu'on vante, c'est encore une fois le paysage cultivé par l'homme, et pas le paysage, entre guillemets, naturel. Idem pour les animaux. Les animaux doivent être utiles, et l'animal sauvage fait peur et n'intéresse pas. Alors, à chaque fois, il va y avoir une échelle de valeur qui va fluctuer au fil du temps, mais qui existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on parle de l'animal sauvage, si on fait parler les imaginaires, si on réunit 50 personnes dans une pièce, en respectant les gestes barrières. Mais si on réunit ces personnes et qu'on leur demande spontanément à quel animal ils pensent lorsqu'on parle d'animaux sauvages, on aura toujours à peu près les mêmes réponses, probablement des grands mammifères et quelques oiseaux. On ne va jamais citer l'araignée, on ne va jamais citer le ver. Et donc cette échelle de valeur que l'on observe aujourd'hui, elle a toujours existé. Si on remonte dans le temps, ce phénomène que j'appelle, en fait, ce sont des préjugés positifs et négatifs, on l'observe dès la préhistoire. Les représentations préhistoriques dans les grottes ornées reflètent toujours les mêmes animaux, à savoir toujours des grands mammifères. On ne voit pas de petits mammifères, on voit rarement des oiseaux, les insectes sont totalement absents et les végétaux tout autant. Et en fait, cette lecture qui vise à établir des échelles de valeur, en fait, c'est une caractéristique humaine et qui va fluctuer dans le temps.
Et c'est vrai qu'à la fin on va dire durant le XVIIIe siècle et durant le XIXe, il va y avoir un phénomène, par exemple, de passion pour les oiseaux, mais attention, pas tous les oiseaux chanteurs, parce qu'on considère que leur comportement autour du nid symbolise en fait l'idéal de la famille bourgeoise. Il y a vraiment des correspondances qui sont faites par les auteurs de ces époques-là, et très peu les rapaces. Mais encore une fois, au fil du temps, tout cela évolue et fluctue. Merci beaucoup. Merci.